Rebonjour à tous. La capsule, évidemment, sert, comme vous pouvez comprendre via le titre, à apprendre à monter son premier atelier. Alors, j'ai pris mes formes d'atelier, la forme dont j'ai considéré comment ça fonctionne via d'autres ateliers auxquels j'ai participé et réalisé. Il faut comprendre que chacun a son propre processus et que tout ça est à but, évidemment, de suggestion. À vous d'en faire ce que vous voulez. Alors, j'espère que vous arrivez à le lire, j'imagine que ça doit être petit pour certains, mais de toute façon, ça va être relisté. Prenez vos notes si vous avez besoin. À Toastmasters, on a une opportunité incroyable, absolument incroyable. Évidemment, comme Jane l'a dit, on a eu des partenariats, en tout cas, il y en a déjà un qui est déjà fait et un deuxième en cours, pour pouvoir monter des ateliers en tant que membre Toastmasters. C'est vraiment pas rien. Je ne sais pas si vous réalisez. En gros, ça voudrait dire que, à titre personnel, vous pourriez aller dans ces organisations-là, vous pourriez faire animer vos ateliers, vous pourriez manger un gros Subway sur la table, vous pourriez appeler votre tante Germaine en plein milieu. Ce n'est pas votre réputation que l'entreprise, c'est notre club Eloquentia. Ça, c'est absolument génial, j'ai envie de vous le dire. Mais aussi, en plus de ça, il y a aussi le développement de la confiance. Évidemment, on affronte sans stress parce que là, on est en vrai milieu réel. Puis je considère que c'est un peu comme un stage, finalement. On a pratiqué à l'école, c'est bien le fun. Mais là, il va falloir aller vraiment dans le terrain, sur l'entreprise directement et voir comment on est capable d'être compétent. Alors, je voudrais juste savoir ici, qui est stressé à l'idée de monter un atelier, d'aller animer. Ouais, hein. Ah, Daniel a l'air très confiant. Non, je veux pas en faire, moi. C'est ça. C'est ça. Non, mais je comprends que vous soyez stressé et je vous dirais que ce serait inquiétant que vous ne le soyez pas, d'où le fait que j'ai déjà regardé par rapport à Daniel. Alors, qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui, c'est clarifier comment on pourrait mener le processus de préparation d'animation d'atelier. Dans un premier temps, on va regarder les différents types de présentations. Je vais les lister un petit peu, je pense que c'est assez important de les catégoriser. Dans un deuxième temps, je vais vous donner 5 étapes à suivre pour préparer votre atelier. Puis ensuite, je vous donnerai des bonus conseils pour l'animation d'atelier. Tout est correct pour vous? Oui, ça me semble bien. Alors, je distingue 4 types de présentations environ. Dans la première des présentations, il y a l'atelier, la formation, la conférence, la présentation classique, que j'appelle telle quelle. Alors, c'est quoi la différence entre elles? Je dirais que dans un premier temps, si on regarde juste la conférence vise à raconter une histoire, une expérience dans un sujet spécifique. Si je parlais de la confiance en soi, je vais raconter mon vécu, mes expériences, etc. On pourrait avoir un peu de pratique. Admettons, on va faire un petit exercice comme rapide 5-10 minutes, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est plus que les gens soient là pour écouter. La formation, elle est vraiment concentrée sur la théorie spécifique. Les gens s'attendent à être opérationnels à la fin de quelque chose. Si je vous forme à être confiant, déjà je m'engage sur quelque chose de miné là, mais à la fin de l'atelier, à la fin de la formation, vous vous attendez vraiment à être confiant. Ça va être difficile. L'atelier est plus basé sur la pratique. On s'attend à de la théorie évidemment, mais il va falloir qu'on se mette en pratique. Si on parle d'atelier de couture ou de brainstorm ou peu importe, c'est aussi parce qu'on va apprendre par la pratique, par les essais, les erreurs, les échecs, etc. Présentation classique, généralement c'est plus dans le cadre de présenter, de faire un peu un teaser, certainement que mon grammairien pourra me donner un autre mot par rapport à ça, mais donner un teaser par rapport à qu'est-ce que je pourrais m'attendre sur un sujet spécifique. Et là évidemment aujourd'hui on va parler de l'atelier. Passons à l'étape suivante, la préparation de l'atelier. Moi, je fonctionne de cette manière, peut-être que vous pourriez fonctionner différemment. Donc, dans un premier temps, l'une des premières étapes que je pense extrêmement importante, c'est s'imprégner du sujet. Alors, je sais que certains me diront, s'imprégner du sujet, heureusement, il faut s'imprégner du sujet. Mais je dirais que c'est la première étape parce que, en tout cas, moi, de mon côté, je brainstorm beaucoup. Là, je prends un tableau, je prends un cahier, un Word, peu importe, puis je mets absolument tout ce qu'il y a dans mon cerveau. J'étale absolument tout ce qu'il peut y avoir. Donc confiance en soi, je vais donner confiance, estime, le stress, la nervosité, l'empathie et bien d'autres qui puissent arriver. Puis, une fois que votre cerveau créatif a fini de tout vomir, vous passez au cerveau intellectuel pour dire, ok d'accord, qu'est-ce que je vais vraiment dégager, qu'est-ce qu'il y a vraiment par rapport là-dedans. Une fois que vous avez terminé de supprimer ce qu'il y avait par rapport nécessairement, ne soyez pas trop injuste ou trop exigeant non plus, on peut retrouver des regroupements, comme dans ce que je viens de citer, par exemple, nervosité et stress sont regroupés, estime et confiance vont ensemble, et ça nous laisse empathie.
Ça fait des groupes. Et plus vous avez des gros groupes, plus vous pouvez commencer à déjà voir c'est quoi la structure de votre atelier, quelles vont être les grosses parties là-dedans. Deuxième étape, celle que j'aime bien appeler qu'est-ce que les gens vont emporter avec eux dans leur petit baluchon. Okay. Imaginez que chaque participant dans votre atelier ont un petit sac, vous aimeriez leur déposer quelque chose. Avec quoi ils repartent? Alors ça peut être une émotion, ça peut être un apprentissage, ça peut être un message spécifique, mais avec quoi ils partent? D'après moi, ça fait tout le centre de l'atelier. C'est limite beaucoup plus important que votre développement. Parce que si à un moment vous vous perdez, si à un moment vous perdez pied, etc., ben, l'intention permet de revenir à ce qui est important. Là, en l'occurrence, ici, aujourd'hui, je veux que vous ayez la clarté et la structure pour pouvoir monter un atelier. Je pourrais en avoir beaucoup plus comme intention, mais l'affaire, c'est que j'en aurai donc beaucoup plus à développer et j'en ai beaucoup plus à faire au niveau chronométrage. Donc, essayez aussi de rester succinct au plus possible. Hein. On a toutes les intentions du monde, on veut sauver le monde et guérir toutes les maladies, c'est bien beau, mais là, il va falloir juste se centrer sur une intention principale. On me suit là? Ça va? Oh, petit lâchement de tête, c'est bon, c'est clair. Troisième, surprise, développer. Alors là, à ce moment-là, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est... moi, j'écris exactement comme je parle. Je mets exactement tout ce que je vais dire, etc. Ça ne veut pas dire que je vais le dire tel quel, comme là, je le fais différemment, mais je mets absolument tout. On ne pense pas au chronométrage, on ne pense pas à l'intro, et on ne pense pas à la conclusion. On va directement au développement. On essaie aussi de voir comment les structures peuvent se former en fonction de ce qu'on avait vu au niveau du point 1, après du sujet, le brainstorm. On essaie aussi dans les apprenances Toastmasters, on a évidemment la structure, d'ailleurs Kayla va faire son deuxième discours dessus, la structure. Et là justement, il y a comme quelques guidelines, quelques éléments sur monter sa structure. Donc là, on développe, on met au maximum. Dans le développement, qu'est-ce que j'avais noté? Il me semblait que j'avais noté aussi des éléments. Ah oui, dans le développement, c'est important de considérer que dans le cadre de l'atelier, vous avez, moi je juge qu'il y a à peu près 20-30% de théorie et 60-50% de pratique. Tout le reste, c'est la rétroaction. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas tant de théorie à mettre. Et vous noterez que j'ai parlé de rétroaction. Et c'est un peu aussi le point que Daniel parlait lorsqu'il avait pris la parole tantôt sur qu'est-ce qu'il aimait dans les ateliers. La rétroaction, c'est ce qui permet vraiment à ce qu'il y ait un apprentissage collectif, finalement. Parce que vous ne vous attendez pas à être l'expert de tout, et monsieur je sais tout, ou madame je sais tout. Ça ne sert à rien si je venais pour faire un atelier sur la confiance en soi. Je m'attends aussi à apprendre, je m'attends aussi à ce que les gens apprennent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que la rétroaction est extrêmement importante. Et moi personnellement, j'aime bien ajouter la rétroaction à chaque fin d'exercice, ou à la fin de l'atelier, ou les deux. Donc à faire. Faites parler les gens, ils sont contents de parler d'eux-mêmes. Étape suivante, étape numéro 4, couper. En fait, c'est pas juste couper, c'est couper, étayer, supprimer également. Là, évidemment, il faut qu'on reste dans les temps. Alors, vous pouvez répéter votre discours devant un miroir avec votre chronomètre devant vous, ou avec votre blonde, etc., ou votre chum. Mais l'idée vraiment, c'est mettez-vous en pratique là-dedans et considérez qu'il y a toujours 20% de plus au niveau du temps. Hein. Si vous avez fait, là, j'ai à peu près 10 à 15 minutes. Si j'ai fait 10 minutes, je vais considérer qu'il y a 20% de plus, donc 12 minutes à peu près. Si je calcule bien. Il y a aussi des points à étayer probablement. Si vous verrez que à certaines zones, il faudrait vraiment comme étayer un peu plus, n'hésitez pas, ça vaudrait la peine, mais il faut aussi supprimer. Et ça c'est dur, hein. Généralement on est vachement attaché à certains éléments de notre atelier. N'hésitez pas à en faire un deuxième ou un troisième. Dans les ateliers c'est vraiment très très libre. Faites une série si nécessaire, les gens seraient ravis, il y aurait comme une suite après votre atelier. Le cinquième, intro-conclusion, c'est à ce moment-là que vous pourriez faire votre introduction-conclusion. Je dirais que c'est pareil pour tout, pour même les discours également. L'intro, qu'est-ce que vous attendez là-dedans? Qu'est-ce que les gens s'attendent là-dedans? Dans un premier temps, ils s'attendent à savoir qui vous êtes, pour établir votre crédibilité. Ils s'attendent à savoir qui ils sont, tous, pour briser la glace. Mais aussi, c'est aussi un excellent outil d'étude de marché. Si vous voulez savoir quelles sont les intentions de chacun, les besoins, etc., c'est aussi très très efficace. Il y a également donner votre intention, les objectifs, comme je l'ai fait au début, et donner la structure pour les gens analytiques qui ont besoin vraiment de savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est clair. Écrivez. Alors, ça c'est simplement pour la partie intro-conclusion. Alors, j'ai des petits bonus. Le petit bonus, c'est
Les notes. Les notes sont généralement pas permises dans un atelier. Généralement. Je dois regarder mes notes. Elles sont généralement pas permises. Mais, cela dit, vous avez le droit de prendre des notes, par exemple, c'est toléré pour genre des exercices ou les consignes, admettons. Si vous avez des consignes à donner, vous pouvez prendre vos notes. Moi, ce que j'utilise généralement pour les ateliers, c'est un peu une triche, mais ça fonctionne super bien, c'est mettez des fiches de participants pour tout le monde. Vous leur donnez comme le plan. Vous ne mettez pas trop d'éléments là-dedans, vous en mettez quelques-uns avec des belles phrases et des proverbes. Surtout quand tu vas faire tes formations, tu peux mettre des petits proverbes, tu vas être content. Mais en plus, tu peux mettre tes coordonnées à la fin, tout avec l'identité, etc. Donc c'est super sympa. Et vous mettez le plan, mais vous l'avez aussi vous. Comme ça, vous suivez ça avec les participants. Vous l'avez vos notes, et les gens se rendent compte de rien. Également, le contact avec l'audience, créer un lien avec l'auditoire. Ça, c'est plus un point qui touchera l'animation. D'ailleurs, on est déjà dans la partie de l'animation. Je viens de mélanger un peu les structures, mais je vais quand même vous développer le lien avec l'auditoire qui fait partie de la troisième partie de l'animation. C'est, en tout cas, j'avais lu des affaires sur les formateurs et vu certains éléments, et il y en a un qui a dit retenez les noms de tous vos participants. Oui, je vous assure, c'est possible. Moi-même, j'oublie les prénoms assez rapidement, mais du fait même d'essayer de les retenir, souvent on y arrive, et les interpeller de temps à autre. Dire, ah bah toi, t'as fait ci, ça, ou je te mets dans un contexte ou un exercice, les gens vont se sentir valorisés et interpellés régulièrement. D'ailleurs, aussi le fait de valoriser, donc d'être observateur de ce qui se passe, il y a un exercice qui se passe, vous avez vu un bon point ou un point amélioré, en mode Toastmaster, on ne dit jamais que c'est un mauvais point, un point amélioré, dans ce cas-là, on le met en valeur devant tout le monde, et les gens sentent leur ego super chaud, et ils sont bien contents, et ils se sentent valorisés aussi, ça les permet d'être dans un cadre agréable pour l'apprentissage. On ne fait pas juste ça pour dorer leurs plumes, on fait ça vraiment pour qu'ils puissent être dans un cadre favorable à l'apprentissage principalement. L'animation. Bon, j'ai déjà commencé sur l'animation en vous donnant un des conseils que j'avais, que je n'ai pas noté ici, qui était le lien. Dans un premier temps, il y aurait aussi le cadrage. Vous verrez que les gens sont très frivoles, si je peux dire. Ils ont envie vraiment de faire beaucoup de choses, ils ont envie de rapporter ça à eux, etc., etc. Donc si on parle de la confiance en soi, il y en aura forcément qui va dire « Ah, hier, ma blonde m'a fait ci, m'a fait ça. » Regarde, est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont le même cas que lui? Non, ok, d'accord. Donc l'idée, c'est de cadrer. Et comment cadrer, tout en restant sympathique et pédagogue, c'est d'amener les gens à poser leurs questions à la fin, admettons. Pour les exercices, ne laissez pas les gens sans instruction, vraiment important, comme par exemple le fait qu'on ait un chronométreur ici qui nous explique comment ça marche. Ça paraît bête de dire vert, jaune ou rouge, c'est à tel moment, mais des personnes qui ne comprennent pas ça, et qui vont arriver au jaune, ils vont je pensais que c'était fini, ou le rouge, pour moi, ça veut dire que je suis dans mes temps. Non, le rouge, c'est pas que tu es dans tes temps, voilà. Le rouge, c'est que tu es en train de brûler ton temps, là, en ce moment. Donc c'est vraiment d'expliquer tous ces éléments spécifiques. Et là, en l'occurrence, si je donne un exercice, c'est de dire combien de temps ça va prendre, quand est-ce qu'on change de rôle, est-ce qu'il y a un son de cloche ou quoi, et les questions, quand est-ce qu'on les pose, est-ce que c'est pendant l'instruction, à la fin, pendant, est-ce que je vais passer, etc. Guider les gens. En marketing, on aime bien considérer que les gens sont un peu des ânes. Désolé, c'est vraiment absolument pas condescendant, mais c'est juste de se dire, si on parle à des enfants, les gens vont comprendre, tout le monde va comprendre, il n'y aura pas un qui va essayer de faire quelque chose de travers, etc. Il y en a toujours, mais en tout cas. Donc cadrer. On a parlé du lien, cadrer. Ensuite, s'assurer que l'auditoire a compris. Comment? C'est difficile ça de s'assurer que les gens ont compris. Et comment on fait pour que les gens aient compris? S'il te plaît, peux-tu me dire, Steven, peux-tu me dire comment on cadre les gens? Qu'est-ce que tu as compris de comment on cadre les gens? Bien, on ne laisse pas parler de leur vie privée, ouais. On essaie d'avoir des questions qui intéressent tout le monde. Ouais. Et puis les questions personnelles, c'est la fin. Parfait. Merci Steven. Regardez, il l'a dit à ses propres mots. Peut-être vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Là, peut-être vous l'avez compris grâce à Steven. Mais en plus de ça, ça joue un autre rôle. Donc, n'hésitez pas à demander aux personnes de récapituler ce qui a été dit à chaque point. Est-ce que c'est pas risqué? Supposons que Steven n'a pas la réponse, il n'est pas écouté. C'est correct. Ah, c'est correct, c'est très très bien. On passe à quelqu'un d'autre. On ne juge pas, il n'y a pas de problème. Parce que l'autre va l'expliquer et Steven aura compris finalement. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours une solution à tout, de toute façon. Donc s'assurer que l'auditoire a compris. Pareil pour les questions, les instructions, demander à répéter aussi, c'est assez important. S'il y a quelqu'un qui est un peu dans le il y aura toujours une petite personne dans le coin qui ne voudra pas trop parler ou s'exprimer. N'hésitez pas à les faire parler. Faites-leur expliquer, ah, tiens, je vois que tu es un peu dans le doute, dis-moi s'il y a quelque chose, dis-le nous, ou je viens à toi s'il y a besoin. Si tu as peur de parler en public.
Le dernier conseil que j'ai à vous apporter, co-animer si vous trouvez que c'est trop lourd pour vos épaules. Ok? Il faut comprendre qu'un animateur, c'est Toastmaster tout uni. Ok? On est animateur, on est évaluateur, on est chronométreur, oui, on est évaluateur à la fin aussi. Il n'y a pas de toast. Donc, on doit vraiment faire beaucoup de choses en même temps. Fait que si vous trouvez que c'est comme un gros fardeau pour vous, co-animer avec d'autres personnes. Cela dit, le défi de la co-animation, c'est que vous soyez sur la même longueur d'onde sur les sujets, que vous soyez d'accord sur les mêmes éléments. C'est pas toujours c'est assez délicat, mais bon, il y a toujours des moyens de réussir ça. Donc, je vous ai expliqué les différents types de présentation. Je vous ai montré les 5 étapes pour pouvoir monter votre atelier. Vous avez des conseils que vous avez pu noter aussi également. Si vous avez d'ailleurs des questions, vous pouvez me poser à la fin. Je sais que vous êtes stressé à l'idée de faire des ateliers. Mais je vais vous dire, les ateliers, c'est le plus simple qu'il puisse y avoir entre toutes les présentations. Du fait que la pratique prend beaucoup de place. C'est comme si vous gardiez des enfants finalement dans une garderie. Vous leur donnez des jeux, ils sont bien contents. Vous avez très peu d'instructions à donner. C'est concrètement ça. Prenez cette opportunité, c'est vraiment un excellent apprentissage pour vous. On en parlera de toute façon pour les opportunités qu'il y a à faire des ateliers prochainement. Si vous avez des questions, venez me voir à la fin et je remets la parole à notre maître.